Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission des Chroniques de Morissette. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on a délocalisé l'émission, on n'est pas à l'Hôtel de France, on est au Castel, en la présence de Carl Pinault. Carl, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et puis merci à Christophe, le propriétaire des lieux, d'avoir accepté qu'on tourne dans cette boîte de nuit qui fait partie de la vie nantaise depuis quelques années. Alors c'est toi, Carl, qui m'a suggéré cet endroit. Est-ce que tu peux nous expliquer quel lien affectif tu as avec le Castel et notamment le rapport avec l'Arménien que tu as écrit? Lorsque j'ai écrit l'Arménien, je voulais recréer l'ambiance nocturne des années 80, puisqu'il fait partie d'une trilogie Nuit nantaise. Donc là, on est sur les années 80, c'est le premier opus. Et la discothèque symbolique culte des années 80 du centre de Nantes, c'est le Castel. Donc pour le bien du roman, je l'ai rebaptisé le château, parce que pour les gens qui ne sont pas nantais, ça n'avait pas vraiment d'intérêt d'avoir une appellation anglaise. Mais le lieu que je décris, alors évidemment le décor a changé, c'est bien le lieu dans lequel on est en ce moment, c'est le Castel. Et donc quand tu m'as dit pourquoi pas trouver un endroit différent, sympa, original, je me suis dit oui, ici Christophe, que je n'ai pas revu depuis 20 ans, accepte qu'on fasse ça au Castel. Je pense qu'il n'y aura pas le meilleur lieu pour faire l'interview sur ce livre dont toutes les actions nocturnes se passent ici au Castel. Avant de rentrer dans le vif du sujet du roman, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ton activité parallèle à celle d'écrivain, par exemple Alors moi, en fait, je suis Carl Pinault, je suis l'auteur de l'Arménien, mais je suis avant tout un Nantais de naissance et de cœur. J'ai passé toute ma jeunesse à Nantes, j'ai fait mes études à Nantes et à Saint-Herblain. Maintenant, quand je suis en France, je suis à Pornic, c'est aussi une de mes villes de cœur, mais je suis quelqu'un de la région. Quand j'étais étudiant, je fréquentais les nuits nantaises comme tous les étudiants de l'époque, c'était les années 80. Donc j'ai bien connu le Castel, le Marlot, le Charlize, le Pickwick, le Molière, la place Gralin, le quartier du Bouffet, tous les endroits que je cite dans le livre, et dans lequel j'ai inventé une histoire, un rebondissement, une histoire de polar, mais qui font revivre ces années 80 et dans cette ville. Donc moi j'ai eu mon bac, après j'ai travaillé un peu dans les nuits nantaises, c'est pour ça que je pouvais en parler. Et puis après j'ai repris des études, commerce international, marketing, et puis j'ai fait toute ma carrière à Nantes dans l'immobilier. Et puis après à 40 ans je suis parti parce qu'on voulait découvrir le monde avec ma femme et mes garçons. Donc, et puis parce que je voulais écrire. Donc on est parti au Canada. On a vécu 6 ans au Canada. Au Canada, j'ai fait 2 ans de création littéraire en université. C'est là que j'ai commencé à écrire l'Arménien. Je voulais vraiment me professionnaliser sur l'écriture. En 2010, si je ne me trompe pas. C'est ça, voilà. En 2010. C'était un rêve d'enfant d'écrire et donc je voulais le faire de façon plus professionnelle que je l'avais fait avant. Et puis je reviens régulièrement et depuis 3 ans maintenant, on vit en Thaïlande, on vit à Bangkok actuellement. Et je continue à écrire et à revenir tous les ans à Nantes. Alors le déclic de l'écriture, en fait, comment ça t'est venu? Alors, en fait, je crois que j'ai toujours voulu écrire, c'est le plus profond de ma mémoire. Je pense que c'était vraiment un rêve d'écrire. À 9 ans, je me voyais écrire des livres. Maintenant, quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu mon bac, et puis l'écriture, ça nourrit pas, donc il a fallu travailler. Donc j'ai commencé par travailler la nuit, puis après j'ai repris des études, mais c'est quelque chose qui m'a jamais lâché. J'avais publié en 2005 un recueil de poésie qui avait eu un prix, le premier prix de l'Académie de Nantes et de l'Euratlantique en poésie. Et parallèlement, j'ai toujours continué à écrire. Maintenant, à un moment, je me suis rendu compte que écrire, si on voulait sortir quelque chose, en tout cas en termes de roman, qui soit suffisamment abouti, on ne peut pas le faire de façon épisodique et puis s'y remettre de temps en temps et puis retourner à son travail. Il faut vraiment s'y consacrer à plein temps. Et donc c'est ce que j'ai fait à partir de 2010. D'accord. 1, en retournant en université, et 2, en travaillant comme je le fais actuellement, c'est-à-dire tous les jours. Pourquoi c'était aussi long en fait, entre le moment où tu t'es mis à écrire et sa sortie? Ça a mis 6 ans, je crois. Alors en fait, j'ai commencé à écrire le roman en 2010 et il est paru en 2017. C'est long parce que un roman, mais peut-être encore plus un premier, c'est beaucoup de temps de travail et c'est surtout beaucoup de temps de latence, de maturation, et puis on y retourne. Moi, quand j'ai écrit celui-ci, c'était donc en université, mon prof de littérature me dit « Écoute, tu tiens un truc super, ton roman il est vraiment bon, c'est excellent, tu as tes 2 voix narratives qui sont différentes,
Donc j'ai un coiffeur voyou, déjanté, symbolique des années 80, qui va commencer à parler de l'Arménien, de la personne dont on retrouve le cadavre au début du livre. Et puis ma deuxième narratrice, c'est une femme, 50 ans, bourgeoise nantaise, donc qui elle symbolise une autre partie de Nantes de ces années. Donc deux voix très différentes. Il me dit, c'est super, maintenant ton travail va consister à éloigner les deux voix, il faut que ton voyou soit plus voyou, il faut que ta psy soit un peu plus psy, un peu plus analytique, et puis comme c'est du polar, il faut que tu crées un page turner, il faut que les gens y aient des rebondissements et qu'ils lâchent pas le livre. Moi naïvement, je me suis dit, ça en 2-3 mois ça va être fait, et en fait ça m'a pris 2-3 mois, mais répété sur à peu près 3-4 ans. C'est-à-dire que oui, finalement il y a plus d'1 an de travail sur ce livre, mais 3 mois, je le laisse reposer. Pendant ce temps-là, je travaille sur un autre livre, je travaille sur d'autres romans, et puis j'y retourne, et puis pour aboutir à un moment à quelque chose dont on se dit, c'est toujours perfectible, mais c'est suffisamment abouti pour être présenté au lecteur. On va parler donc de l'histoire. Oui. C'est donc le corps d'un Arménien donc, qui s'appelle Lucazian, qui est retrouvé dans la forêt de Toufou, Oui. À moitié carbonisé, et le corps criblé de balles. Voilà. Et donc, effectivement, tu procèdes à la double narration dans ton roman, donc du point de vue du coiffeur et de sa psy. Qu'est-ce que tu penses en fait que ça apporte au roman, en fait, le fait d'avoir 2 angles de vue différents? Alors en fait, je voulais sortir du il omniscient qui raconte l'histoire, ou du policier qui va raconter son enquête, policier 36 qui a des orfèvres, tout ça. Bon, j'en ai lu beaucoup, j'aime beaucoup, mais moi j'avais envie d'apporter un regard nouveau sur un polar, qui va être polar, puis qui va être à la limite du thriller, justement. Et avoir ce regard croisé sur le même personnage énigmatique dont on retrouve le corps au début, qui s'appelle l'Arménien. On apprend très vite qu'il est arrivé à Nantes à l'âge de 7 ans, après le meurtre de ses parents dans les rues d'Erevan en Arménie. Et puis on s'interroge sur qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé entre l'arrivée de ce gamin, son intégration difficile dans une société qu'il ne connaît pas, son intégration dans les nuits nantaises, et puis après on est sur du trafic de drogue parce qu'on est sur du polar. Mais plutôt que de le faire raconter par le policier qu'il découvrirait petit à petit, eh bien je trouvais que le regard croisé, évidemment très différent de mes 2 personnages narrateurs, avait un véritable intérêt pour le lecteur. Ils rebondissent de l'un à l'autre, c'est eux qui font avancer l'intrigue. Et en même temps, très vite, le lecteur se rend compte que chacun d'eux ne voit pas le même Arménien. Ce personnage énigmatique s'éclaire petit à petit, mais à l'aune de regards différents. Et je dis souvent au lecteur, la psy voit un Arménien, le coiffeur déjanté voit son copain et voit un Arménien, et le lecteur, lui, se fera sa propre idée, et il verra aussi son Arménien, son Lucazian, en fonction aussi de ce qu'il est, et de ce qu'il projettera sur ce personnage énigmatique. Alors, on en a discuté un petit peu tout à l'heure, mais j'avais prévu dans mes questions de te poser celle-là. En fait, est-ce que tu t'es inspiré de gens que tu as rencontrés Les personnages sont emblématiques de stéréotypes, mais personne ne peut se reconnaître. C'est sûr que mon coiffeur déjanté, c'est le symbole des années 80. C'est la personne qui vit dans ces endroits où on fume beaucoup, on n'a pas de soucis pour l'avenir, il n'y a pas véritablement de crise économique. Donc voilà que telle est la société. 81, les radios libres, les petits groupes musicaux, le sida, c'est quelque chose d'évanescent, on en parle, mais finalement personne n'en a vraiment peur. Donc lui, il symbolise à lui tout seul tout ce monde nocturne, mais personne ne peut se reconnaître en lui parce qu'il est personne, et en même temps il symbolise cette partie des nuits nantaises. Ma psy, elle aussi, elle symbolise le côté plus bourgeois nantais, elle est psychiatre, elle est humaniste, donc elle symbolise aussi une partie de l'expression de ce qu'était la société à cette époque. Et puis j'ai aussi d'autres personnages comme ça qui vont symboliser des stéréotypes de ce qui existait. J'ai un personnage de voyou, caïd du milieu, à l'époque le milieu nantais existait encore, donc j'ai un personnage qui va représenter ça, mais personne ne peut s'identifier. Et puis de la même façon, les groupuscules où le trafic de drogue commençait à arriver aussi des banlieues, et bien ça aussi on en parle, parce que le polar il est avant tout fait pour bien sûr avoir une histoire, bien sûr tourner des pages, mais aussi qu'il nous dépeigne et qu'il nous montre une photo de la société telle qu'elle a évolué, en l'occurrence pour celui-ci, le premier des nuits nantaises sur toutes les années 80.
Donc pourquoi est-ce que tu t'es orienté en fait vers le polar? Est-ce que c'est justement par rapport à ce que tu as vu de la période des années 80 ou c'est vraiment un genre que tu apprécies particulièrement? Moi j'aime beaucoup les polars, je lis beaucoup de polars, mais je lis toute la littérature. Moi j'aime beaucoup lire, je passe beaucoup de temps à lire, d'autant plus que pour écrire je crois qu'il faut lire, il faut se nourrir de mots. Donc j'aime beaucoup lire, mais je lis beaucoup de polars. C'est vrai que j'avais envie de porter mon récit par une intrigue qui fasse que le lecteur avance dans le livre comme un page-turner et une vraie surprise à la fin. Je pense que la fin surprend tout le monde. Effectivement, tu nous envoies sur plusieurs fausses pistes au début. Voilà. Donc c'est ce que j'avais envie de faire. Je me considère en plus pas comme quelqu'un qui va aller sur du stylisme littéraire type 19e siècle, mais plutôt quelqu'un qui essaye de faire vivre deux personnes le plus réaliste possible et que leur voix soit vraie et que les gens y croient. Donc c'est ce travail-là qui m'intéresse, c'est-à-dire d'être dans l'hyper-réalisme des voix et que les gens en le lisant se disent oui, ces personnes elles existent, elles sont vraies. Ça c'est le travail littéraire que j'aime faire. Donc le polar, il me permettait ça, il me permettait de créer une intrigue, de créer un livre où les gens tournent les pages et vraie surprise à la fin, soient portés par cette histoire, et en même temps de faire vivre ces personnages, et puis de les faire parler du début à la fin, de mettre un peu à leur place. Et c'est, en termes d'écriture, c'est une vraie expérience passionnante. Alors quel conseil tu donnerais à quelqu'un en fait, qui a envie de se lancer dans l'écriture ? Peut-être pas forcément du polar, mais dans l'écriture en général. Quelle hygiène de vie il faut avoir? Est-ce qu'il faut être rigoureux? Est-ce qu'il faut s'astreindre? Voilà. On en a déjà discuté ensemble, mais voilà, s'astreindre à 2 heures d'écriture par jour. C'est un exemple, mais se forcer à se mettre devant sa page blanche ou son ordinateur. Je dis de temps en temps, c'est un sacerdoce. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... Si on veut écrire quelque chose qui va être abouti, il faut y être tous les jours. Il faut y être tous les jours, samedi, dimanche, et il faut y être tous les jours au moins 2 heures. D'accord. Écrire de façon sporadique, c'est-à-dire j'écris un peu, puis on verra ça la semaine prochaine. En tout cas, pour moi, ça marche pas. Ça, c'est surtout quand on est en phase du premier jet, c'est-à-dire vraiment de l'invention de l'histoire. Après, pour le retravail, on peut se permettre de lâcher une journée, mais pas plus. Encore plus quand on est sur un travail au jeu, parce qu'il faut bien comprendre qu'on se met à la place du personnage. Mon prof de littérature en création littéraire disait « Si vous écrivez au jeu narratif, vous allez vivre une schizophrénie contrôlée. C'est-à-dire qu'à un moment, vous devenez un peu ce personnage. Il vous échappe. » Et c'est ce qu'on aime aussi dans l'écriture. Mmh. C'est-à-dire que par moment, on écrit, et ce qui sort n'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu. Moi, j'écris pas avec un scénario. Je fais vivre les personnages, et puis après, je me laisse surprendre par ce qu'ils ont envie de dire et par l'aventure qu'ils vont mener. Donc ça, si vous lâchez le personnage, évidemment, pour vous remettre dans sa peau, c'est très compliqué. Donc voilà, c'est le seul conseil que je peux donner, c'est ça, c'est que on peut pas écrire en dilettante, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'il faut accepter comme, voilà, si je veux écrire, en tout cas quelque chose qui va être abouti, il faut que j'y sois tous les jours, quoi. Et puis en termes d'hygiène de vie, oui, il faut éviter les soirées trop arrosées, en tout cas pour moi, parce que le lendemain, on n'est pas dedans. Et c'est une journée de fichu. Et c'est une journée de fichu. Voilà. Et une journée de fichu, après à reprendre, c'est compliqué. Et il faut y être le samedi, il faut y être le dimanche. En tout cas, vraiment dans la partie écriture du premier jet, quoi. Après, sur le retravail de fluidité du texte, bon, ça peut être un peu plus permissif, mais pas beaucoup, quoi. Donc l'Arménien, en fait, il fait partie d'une trilogie. Oui. Voilà, on peut dire que le deuxième va sortir à la fin de l'année. On peut espérer que le deuxième va sortir à la fin de l'année. Le deuxième est prêt. Voilà, donc ce sera le Sicilien. Ouais, qui se passe dans les années 90. Voilà. L'idée, c'était de créer une trilogie qui soit une trilogie des Nuits nantaises, qui est comme fait récurrent de se passer dans la Nantes et dans le milieu de la nuit. Mais à 3 décennies différentes, de façon à faire 3 photos de notre société sur 3 décennies différentes. D'accord. Donc celui-ci, c'est une photo des années 80. Le Sicilien, c'est une photo des années 90. Les années 90 ne sont pas les années 80. On parlait tout à l'heure du vent de liberté des années 80. Eh bien, il n'existe plus sur les années 90. La crise économique est arrivée. Le sida, c'est plus une réalité virtuelle. C'est-à-dire que tout le monde, à partir des années 90, connaît quelqu'un qui est frappé. Donc voilà. Donc celui des années 90 va se situer dans ce contexte sociétal là. Et puis en termes de délinquance, on n'est plus tout à fait sur la même délinquance.
la fin des barons du banditisme qu'on a dans les 80, dans les années 90, ils sont encore moins là. Et puis là, je l'ai un peu amplifié, mais la fin des années 90, c'est la chute du mur de Berlin. À partir de la chute du Berlin, on tombe dans les années 90, donc ça c'est 89, je le cite comme référence dans l'arménien. À partir des années 90, on commence à voir arriver dans la France, moins à Nantes, mais j'y fais référence, les mafias des pays de l'Est. Et donc ça modifie aussi la structure du banditisme national. Donc ça je l'évoque. Et puis le troisième se passera dans les années 2000, donc ce sera encore une autre intrigue. Et sur un autre phénomène de société, une autre photo. Là du coup on sera sur la photo de la société des années 2000. Et c'est déjà dans ta tête il est commencé, ou... Non, il est commencé. D'accord. J'ai commencé à l'écrire. Là, je suis rendu à peu près à 20% du livre. Donc, le Sicilien, normalement, aurait pu paraître là. Maintenant, les romans sont en recherche d'éditeurs, donc ils sont en lecture. Donc, bon, pour l'instant, je laisse mûrir, je laisse attendre des réponses. Et puis, en fonction, ils devraient paraître pour la fin de l'année, normalement. Particularité, j'aurai un personnage récurrent, qui est mon inspecteur, et qui va monter en puissance sur les 3 romans. Ici, l'inspecteur qui mène l'enquête, mais qui n'est pas narrateur, effectivement, est forcément un peu effacé, puisqu'on a déjà 2 narrateurs, plus Luc, le personnage énigmatique central du roman. Sur le deuxième, il ne sera toujours pas le narrateur. Le narrateur, ce sera le principal suspect du meurtre d'une jeune Albanaise, mais on le découvrira plus. Donc, c'est un personnage qui va prendre de l'ampleur. Et puis, il sera le narrateur du 3e roman. Donc, comme ça, sur la trilogie nantaise, on aura ce personnage de l'inspecteur qui aura pris de la densité jusqu'à devenir narrateur sur le 3e. Alors si on a envie de te rencontrer, on a encore la possibilité. Oui. Donc hop, on pourra te retrouver alors vendredi qui va venir en fait rue Prémion, voilà, à Air Livre. Oui, voilà. Super sympa. Et puis à l'espace culturel de Saint-Brévin le 30 juillet. C'est ça. Voilà. Et le 18 août, à la 3e rencontre du film et du roman policier à Pornic. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Une belle rencontre qui se fait tous les ans et ils ont eu la gentillesse de m'inviter cette année. Donc, écoute, je dois faire aussi je dois faire l'espace culturel à Pornic aussi et à Guérande aussi. Mais les dates, on les retrouvera facilement. Je fais des parutions sur mon page Facebook là, donc assez facilement. Alors, moi, je vais parler d'un livre que j'ai lu récemment et que j'ai beaucoup aimé. Alors là, c'est un polar aussi, mais c'est loin de ton milieu, de ton ambiance. C'est un petit peu, c'est humoristique, on va dire. En fait, c'est Un bon écrivain est un écrivain mort de Guillaume Cherel. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Voilà. Et donc, alors Guillaume Cherel, pour le présenter en quelques mots, il a commencé par être journaliste sportif à l'Humanité. Ensuite, il a été critique littéraire pour Le Point. Et puis, il a aussi travaillé pour VSD. Donc, il a écrit une dizaine de romans. Il est aussi essayiste. Il a fait quelques livres jeunesse. Et donc là, ce roman, c'est un pastiche des 10 petits nègres. Ah oui, d'accord. Voilà. L'intrigue se déroule dans un monastère, le monastère de Saorge, qui existe réellement, puisqu'en fait, il est situé dans les Alpes-Maritimes. C'est une résidence en fait d'écrivains. Okay. Et il y a écrit ce roman. D'accord. Voilà. Donc le monastère accueille les scénaristes, les écrivains. Non. Les scénaristes, les écrivains, voilà, qui veulent un petit peu de calme et de sérénité pour se mettre à écrire. Et il caricature du coup le milieu de la littérature et de l'édition, en fait. Une dizaine d'écrivains reçoivent, par le biais d'une lettre anonyme, une invitation à participer à un débat littéraire qui est animé par Augustin Trinquenard. Voilà. Et en fait, tous les écrivains de son bouquin, en fait, sont caricaturés de cette façon, c'est-à-dire que sont invités Frédéric Belvédère, Michel Houellebecq, Amélie Latombe, Delphine Vegan, enfin voilà, etc., etc. Faudrait lire le bouquin pour connaître les autres. Ouais. Donc là, il y va pas de main morte, on va dire. Et puis, il pratique aussi l'autodérision puisqu'il se moque de lui-même aussi. Il n'y a pas de raison. Et donc, comme dans les 10 petits nègres, en fait, ils vont être assassinés les uns après les autres. Voilà.
Donc on parle beaucoup en ce moment des livres à mettre dans sa valise pour l'été, à lire sur la plage. Donc voilà, moi je vous recommande ce roman-là. Et puis je termine toujours ma chronique par un petit cadeau. Ah. Voilà. Donc là c'est toujours roulement de tambour parce que j'ai toujours un petit peu la hantise que finalement ce soit un livre que mon invité ait déjà. Donc je te laisse l'ouvrir. Écoute, c'est super voilà. sympa. Écoute, c'est super sympa. Je suis assez contente de mon coup, donc j'espère que tu ne seras pas déçu. Je suis sûr que non. Je suis sûr que. Écoute, c'est vraiment sympa. C'est bien emballé. C'est toi qui fais les cadeaux. Oui. Ah oui, John Burdett. Voilà. Oui, John Burdett, il écrit sur la Thaïlande. Oui, c'est un écrivain de polar thaïlandais. Oui, voilà. John Burdett. Donc, parce que j'ai pas lu celui-ci, mais j'ai lu un John Burdett. Oui. En plus, il a beaucoup d'humour aussi. John Burdett, ses personnages sont pareil, sont des personnages avec beaucoup d'humour. Voilà. Mais sur des polars assez noirs quand même. C'est ça. Écoute, c'est super sympa. Je vais te dire merci en thaïlandais. Je vais dire Kaponka. Merci beaucoup. Merci. Et puis encore un grand merci d'avoir participé à cette émission. Et puis nous on se retrouve le mois prochain. Merci pour ce que tu fais. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est super sympa. C'est gentil. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique de Morissette. Et puis je vous rappelle que vous pouvez visionner l'émission sur mon studio TV et puis ma page Facebook, les chroniques de Morissette.